Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir si tout le monde arrive à se connecter. Normalement, voilà, ça va prendre peut-être quelques secondes, le temps que, voilà, le temps que les mails de notification arrivent, le temps que tout le monde se connecte, le temps que tout le monde me rejoigne. En tout cas, dès que vous arrivez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous voyez bien la présentation et qu'on va pouvoir, bien sûr, rapidement démarrer. Euh, avec une édition un peu spéciale, enfin même spéciale, comme on peut le dire, puisqu'on aura l'occasion d'accueillir Pierre Morisot, qui est le CEO de Waltio. Donc Waltio, je vous rappelle, c'est le partenaire qu'on vous préconise pour traiter tout le sujet de la fiscalité, pour vous faciliter la vie. Alors, bonjour à tout le monde, et tout fonctionne, vidéo, son, parfait, tout va bien, tout est bon, super, magnifique. Merci à tous pour l'information. Donc, on va pouvoir démarrer. Je vais juste regarder également si je vois dans... alors, c'est toujours pareil, les outils changent un peu. Voilà. Donc, effectivement, Pierre est avec nous, donc je vais pouvoir démarrer. Et Pierre, je te proposerai de rejoindre du coup dès qu'on va, voilà, donc il y a à peu près 5-10 minutes de contenu avant qu'on arrive à la session sur la fiscalité. D'ici là, je vais vous dire un petit peu les éléments de notre côté. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses parce que justement, je voulais vraiment laisser la part belle à Pierre pour qu'il nous présente le fonctionnement de la fiscalité sur les cryptos, un sujet qui est vraiment d'actualité puisque vous allez devoir faire vos déclarations fiscales et je suis sûr que vous attendez tous ce grand moment de l'année. Voilà. Alors, déjà pour commencer, on souhaite toujours la bienvenue aux nouveaux arrivants parce que même si le marché de la crypto est morose, les gens ont bien compris que l'intérêt, c'était d'investir sur le long terme. Et donc, pour ça, bienvenue à Anne, Anne-Laurence, Bachir, Christophe, Emmanuel, Eric, Florent, Frédéric, Jean, Jean-François, Jean-Pierre, Karine, Marc, Mathieu, Nabil, Nadine, Pascal, Philippe, René Pierre, Stéphane, Sylvie et Virginie. Voilà. Bienvenue à tous dans l'aventure Capcellar. Donc voilà pour ça. Pour l'actualité de la stratégie Capcellar, vous savez que depuis que nous sommes, depuis le dernier live, nous sommes re-rentrés dans le marché. Nous sommes rentrés dans le marché le 23 mars. Alors, le signal était, lui, le 21 mars. Et je vous ai expliqué par email qu'on avait attendu, en fait, quelques heures. Enfin, du coup, ça a duré 2 jours. Mais parce que, je vous rappelle que lors du dernier live, je vous avais présenté, en fait, la toute nouvelle stratégie avec son amélioration. Et l'amélioration consistait à identifier quand le marché n'était pas vraiment, on va dire, sûr de partir à la hausse. Et là, on peut le voir clairement, hein, on avait une première phase de stagnation. Ensuite, le marché a violemment baissé. Et là, de nouveau, on se retrouve un peu pris au piège dans ce marché qui ne sait pas trop où il va. On ne sait pas trop s'il part à la hausse ou à la baisse. Donc, nous, on a eu notre signal d'entrée qui fait que la moyenne mobile à 15 jours est repassée au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Et je retraiterai les questions-réponses à la fin. Donc là, c'est pas du tout le moment. Donc gardez vos questions pour la toute fin. Et les questions techniques du style comme celle d'Annabelle, là, il faut vraiment les poser au support. Et les questions personnelles, je veux dire. Oui, donc ce que je disais, c'est que voilà, donc nous on est rentré dans le marché parce qu'on a ce signal à court terme qui nous indiquait qu'il y avait une courte période de hausse, et donc forcément on veut essayer nous de prendre la tendance haussière le plus rapidement possible, et donc c'est notre indicateur, le fait que les 14 derniers jours soient supérieurs aux 50 derniers jours. Mais dans cette situation-là, on peut voir que on est vraiment en stagnation, il n'y a pas vraiment le marché n'est pas vraiment porté, on va dire, sur le long terme. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un réajustement et que quand cette situation-là arrive et qu'on n'est pas porté par la moyenne à 100 jours, eh bien, on ne re-rentre qu'avec 50% du capital et on ne remettra que les 50% restants qu'au moment où le marché sera au-dessus de la moyenne à 100 jours, mais ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. Donc voilà, on est re-rentré, mais il faut toujours quand même rester vigilant et c'est pour ça qu'on est rentré qu'à hauteur de 50% sur la base du nouvel algorithme qu'on a défini et que du coup je vous ai présenté en détail la dernière fois. Donc vous allez vraiment, si vous voulez comprendre pourquoi on a ajusté la stratégie, je vous invite vraiment à aller consulter le live du mois dernier.
qui est accessible soit dans votre zone membre, dans la partie ressources, soit sur notre chaîne YouTube où on met également tous nos replays. Du côté de Capcella, en fait, nous, on avance aussi du côté des développements. Alors, je vous avais parlé de Hector, qui était une IA qu'on avait mis en place au support. Donc là, l'IA est en prod et en phase de test. Donc, il y a toujours Damien qui a 3 batchs par jour, le matin à 8 heures, l'après-midi à 14 heures et en fin de journée à 18 heures. Donc, Damien regarde les réponses qui ont été apportées par Hector et ensuite, du coup, elles sont validées et envoyées par Damien. Et bien sûr, il y a aussi des questions qui, elles, sont systématiquement envoyées au support parce qu'elles nécessitent forcément un traitement manuel. On avance aussi sur la partie earn. Alors, vous savez que quand on sortait du marché, le capital était positionné en earn pour qu'il puisse quand même travailler. Depuis qu'on a mis en place la nouvelle fonctionnalité qui fait qu'on rentre que à hauteur de 50% dans le marché, et bien du coup, effectivement, cette notion de earn sur les 50% restants, elle n'y est plus. Donc, bien sûr, on travaille pour que quand on est à 50% dans le marché, les autres 50% soient bien en earn. Ça, c'est la première des choses. Et puis, on travaille aussi sur une fonctionnalité qui va permettre de désactiver pour certains d'entre eux qui ne souhaitent pas profiter du earn, pour désactiver cette fonctionnalité du earn. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont encore en cours de développement pour lesquelles je tiendrai informé dans les prochains mois. Voilà, et si vous regardez le taux de service, on n'a pas eu de problème flagrant sur le dernier mois. On peut voir qu'il y a eu juste quelques coupures qui ont été très courtes sur le site web. On peut voir qu'on est à un taux de service de 98,7%. Donc globalement, tous les sites et la zone membre ont été disponibles ces derniers jours, en tout cas depuis le mois dernier. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de vous dire là? Tac, tac, tac. Alors, si la valeur, du coup, voilà, ce sera des questions à poser tout à l'heure à Pierre. Je ne vais pas prendre sa place pour répondre à ça. Merci pour la rentrée dans le marché. Le coût des USDC qui étaient en earn, ils n'ont pas été convertis dans mon cas. Est-ce normal? Alors, si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont particulières sur votre compte, n'hésitez pas à envoyer une question au support pour vous assurer que tout est OK. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que sur 100% de votre capital, il y a 50% qui ont été investis dans le marché et les 50 autres pourcents sont restés en USDC sans être replacés sur le earn, puisque comme je viens de vous le dire, on y travaille. Oui, il y aura un replay, comme à tous les lives, il y a un replay qui est mis à votre disposition dans la zone membre, dans le menu ressources de la zone membre sous 24 heures. Allez, je vais voir si je peux trouver Pierre pour l'inviter à animer avec moi. Pierre, tac. Alors. C'est pas du tout pratique ce système. Alors. Voilà, normalement Mathieu, Pierre, pardon, je fais plusieurs choses en même temps. Normalement, Pierre, voilà. Est-ce que je peux avoir juste une vérification que tout le monde m'entend à minima Ouais, yes. Alors, j'ai envie de te dire que si moi je t'entends, normalement tout le monde t'entend. Mais voilà, et je vais couper là, je vais arrêter le partage, comme ça on sera tous les deux en plein écran. Déjà pour commencer, merci Pierre pour ton temps. Voilà, je sais que l'actualité de Waltio est assez chargée et donc du coup tu dois être bien occupé aussi de ton côté. Donc voilà, donc merci de nous consacrer du temps. L'objectif effectivement c'est de te donner la parole pour que tu expliques à la communauté de Capcella un petit peu comment fonctionne la fiscalité des cryptos. On avait déjà eu l'occasion de faire un live ensemble, mais ce qui date déjà depuis 2 ans, il me semble. Donc je pense que ça vaut le coup en fait de repasser. Puis j'imagine, avec toute la créativité dont font preuve nos gouvernants, qu'il y a eu des mises à jour potentiellement sur le sujet. Notamment, je crois que la flat tax a un peu évolué. Enfin bref, donc je te laisse partager tout ça, nous dire un petit peu comment ça fonctionne.
Il y aura certainement des questions qui vont se poser. Peut-être moi, je vais t'en poser, je vais rebondir, peut-être d'autres personnes aussi. Mais voilà, faisons ça, faisons un échange interactif, mais qui apporte de la valeur et qui permette aux gens de comprendre. Je crois qu'il y avait déjà une première question qui se posait sur est-ce que ça spécifiquement la France ou est-ce que tu peux traiter les autres pays limitrophes, notamment les pays francophones, parce que nous, notre communauté est essentiellement francophone. Alors, je- quel pays francophone vous intéresse? Ouais, Mettez-le moi dans le chat. Ce que je vous propose, c'est que je fasse quelque chose qui soit spécifique à la France, 90% de la France. Et après, en fonction du nombre de demandes pour, je sais pas, Suisse, Belgique ou autre, super, ben écoutez, parfait, je ferai des passages spécifiques sur ces pays. Je peux faire aussi évidemment l'Espagne. Euh, mais typiquement, je préciserai sur les passages sur ces pays. Donc, ok, ça marche. fantastique. Super. Allez, je te laisse la Le, parole et puis on y va. ok. Le, Donc, première chose, je pense à savoir, je m'étais dit de préparer des slides, finalement, je pense que c'est beaucoup plus interactif comme ça. Grosso modo, il y a plusieurs choses. Premier point, on va comprendre quelles sont les règles fiscales. Donc, quand est-ce qu'on doit déclarer? Je pourrais, si vous voulez, en même temps comparer la France avec d'autres pays. On va voir ensemble, à la fin de cette présentation aussi, quelles sont les dates de déclaration fiscale. Concrètement, comment est-ce qu'on doit déclarer? Qu'est-ce qui est un formulaire à faire? Est-ce qu'en ligne, il y a des choses à faire? À quel endroit? Et on verra dans quel cas aussi on ne doit pas déclarer. L'idée étant de savoir que- quelles actions j'ai fait d'investissement ou autre qui font qu'en fait, je n'ai rien à déclarer. Comme ça, au moins, l'idée, c'est qu'à la fin, tout le monde est serein, on évite les stress, les angoisses utiles ou inutiles, et au moins, il y ait des solutions aux réflexions, aux doutes et autres. Donc, première question et première grande réflexion, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on doit déclarer? Bah, en France, les crypto-monnaies, comme d'ailleurs dans tous les pays dans le monde, c'est un actif financier et donc qui est imposé à ce qui est appelé titre international des gains en capitaux, c'est-à-dire que bah, en fait, la plus-value, la différence entre le prix d'achat et le prix de revente est en cas de gain imposé. Et en fait, le droit français va dire on va faire la somme de toutes ces plus-values durant et auquel cas on va être capable, on va additionner toutes les plus-values, toutes les moins-values réalisées dans l'année, ce qui va déterminer la plus ou moins-value globale, donc sur toute l'année, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. Et là, il faudra déclarer ce montant de plus-value globale. Et petit changement, et suite à ça, il y aura le taux d'imposition qui viendra mettre le montant d'impôt. Mais nous, on a juste à, en tant que particulier, contribuable français, et même contribuable aussi belge et espagnol, suivre ces opérations pour identifier les opérations imposables. Quand il y en a, calculer le montant des gains ou pertes, ça c'est pareil dans ces trois pays, et après le déclarer. Ça, c'est la logique. Mais là, tout de suite, on arrive à la question de, mais ok, mais qu'est-ce qu'une opération imposable? Qu'est-ce qui est un événement taxable? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, je dois de l'argent à l'impôt? Il y a de l'impôt qui est dû. En France, il y a deux choses. C'est quand on échange des crypto-monnaies contre des euros ou des dollars ou des monnaies d'État, donc ça, n'importe lesquelles, ou quand on les utilise comme moyen de paiement. C'est-à-dire que, grosso modo, si on se met à payer un service en crypto-monnaie, utiliser une carte de paiement type la Binance Card, que ce soit, ou une autre, hein, envoyer d'un wallet ou d'un compte de l'argent vers un autre pour acheter un bien ou un service, ben, c'est une opération imposable. Ce sont les deux opérations imposables qui existent en France. Particularité, donc à l'inverse, on échange des crypto-monnaies contre des stablecoins, contre des USDT, sont euh, euh, des opérations non imposables. Si on achète une machine à miner, si on n'a pas d'entreprise dédiée, à partir du moment où on achète du matériel, donc si c'est une entreprise dédiée, ça peut être passé en Sharpe, ça peut être déductible. Si on est un particulier qui n'a pas créé de société dédiée, ce n'est pas déductible. Donc c'est comme consommer son gain en crypto. Donc payer avec des cryptos des machines à miner, même, enfin,
dans ce sens fiscal en tant que particulier, ça génère une opération imposable et donc de l'impôt sur un gain éventuel. Ouais, tu as raison de Euh, le préciser parce qu'en fait, il y a eu longtemps un amalgame où les gens pensaient que quand on payait un service en stablecoin, c'était pas comptabilisé. Mais si, en fait, à partir du moment où vous payez même vous oui, payez en Bitcoin ou en bien sûr, stablecoin, parce peu que importe, ça change rien. Bien sûr, parce que avant, l'étape d'avant, parce qu'en fait, comme la crypto contre le stablecoin n'est pas imposée, crypto stablecoin n'est pas imposé, à partir du moment où on a stablecoin contre autre chose, ça devient imposé. Donc ouais, tout à fait. Euh, comment tu déclares? Alors, donc voilà, je ne vais pas répondre non plus à toutes les questions en parallèle, j'y reviendrai, mais c'est pour donner des exemples. Euh, donc, à partir de là, revenir sur ce déclaration de gain, si on n'a pas réalisé d'opération d'imposable durant une année, bah non, on n'a pas fait de gain imposable, donc on n'a rien à déclarer. On n'a rien au sens des gains en capitaux. On n'en a pas réalisé, donc on n'en a pas à déclarer. Donc si on n'a pas échangé des cryptos contre des monnaies d'État ou utilisé comme monnaie de paiement entre le 1er janvier et 31 décembre 2025, dans cette année à venir, on n'aura rien à déclarer. Si on l'a fait dans le passé, on a dû déclarer, ou on aurait dû le faire, et donc dans ce cas-là, peut-être le déclarer cette année, si on ne l'a pas fait. Mais voilà. Donc là, on parle uniquement de déclaration de gain. Après, il y a deux autres déclarations. Il y a une deuxième déclaration qui est l'information de la détention de comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger. Concrètement, c'est exactement comme par exemple la France qui détient, quand on a des comptes bancaires en Suisse, en Allemagne, dans n'importe quel pays, donc avant avec les N26 Revolut, il y a plus longtemps, quand les gens, il y en a qui avaient un compte en Suisse ou autre, c'est plus compliqué pour l'administration fiscale française d'accéder à l'information quand un de ses contribuables a un compte dans un autre pays. Donc, dans ce cas-là, l'administration demande à être informé qu'on a des avoirs de ce type de compte, des comptes dans d'autres pays, dans d'autres juridictions. Donc, ça veut dire qu'il faut, via le formulaire 3916, 3916 bis, en gros, les déclarer en ligne. Je fais un petit commentaire là-dessus. Ça, pour moi, c'est une des plus grosses erreurs qu'on peut faire aujourd'hui dans une déclaration fiscale. Quelqu'un qui a un compte Binance, qui a un compte sur une plateforme étrangère. Alors, compte Binance, si on a accepté les conditions récemment, c'est une plateforme française et donc il n'y a plus besoin de le déclarer. Si on ne l'a pas fait, nous on disait que ça devient pertinent de le faire. Mais ne pas informer l'administration fiscale de ne pas avoir un compte étranger, c'est une erreur, pour moi une sorte de bêtise parce que dans ce cas-là, il y a peut y avoir un certain nombre comment dire, enfin, on a remarqué que les amendes sont bien supérieures à ce qu'on pourrait croire. Parce qu'en fait, il y a une cumul d'amendes qui peut être mis en place par l'administration et utilise des moyens un peu particuliers pour en fait pas juste mettre une amende de 1 000 euros, mais en fait en mettre un peu plus. L'idée, c'est pas du tout de faire peur, mais c'est que voilà, dissimuler de l'impôt et ne pas déclarer des comptes, en tout cas, c'est vu comme je trouve une mauvaise pratique et qui génère beaucoup plus de risques qu'autre chose. Si on revient En donc revanche, sur donc ça, il y avait un sujet en fait sur Binance. Est-ce que le compte de Binance est toujours à l'étranger ou est-ce que à ce moment où ils ont créé une société en France, on peut estimer qu'il est en France? pour moi, c'est alors je à partir du moment où la société est française, il est considéré enfin, ils ont créé une succursale en France, donc il n'y a plus besoin. Je tiens à faire alors donc pour la très grande majorité, il n'y a pas besoin de le déclarer, clairement. Parce que il est régi par la société française. C'est un micro détail, mais il y a certains clients VIP ou certains vieux clients qui n'ont pas vérifié leurs conditions, qui donc ne sont pas gérés par la succursale française, type les clients VIP qui sont gérés par Monaco ou autres, qui eux doivent le déclarer. Mais pour 99% des gens, je pense, dans ce live et même 99,9% des utilisateurs, il n'est plus nécessaire d'être déclaré depuis cette année. L'année dernière, c'était en fonction de la date de la dernière connexion, pour être très très précis. Donc, Ok. Bon, on va pas dans ce détail. Voilà, juste pour information, j'ai coupé le chat pour que Pierre puisse dérouler le contenu essentiel et à la fin, on réouvrira le chat pour que vous puissiez reposer vos questions, bien sûr.
Ouais, complètement. Ouais. Gardez-les et avec un plaisir, clairement, pour y répondre au maximum d'entre elles. Donc voilà sur la partie Binance, qui est aussi une question en effet très fréquente. Euh, donc on a vu, un, si on a réalisé des gains, comment est-ce qu'on les déclare? Deux, si on a on a des comptes à l'étranger, qu'est-ce qu'on fait, comment on le déclare? Trois, aussi, c'est si on a réalisé des revenus passifs, earn, stacking, yield et autres, ils sont à déclarer au titre des BNC. Alors, c'est rarement des très très gros montants. Je vais être très honnête, le risque de contrôle, enfin, souvent des sommes de quelques euros, dizaines, centaines d'euros, grand maximum milliers d'euros par an, qui sont générés, puisqu'on parle de quelques pourcentages. Donc le risque fiscal, il est minime, pour être très honnête, mais les textes de loi disent que ça doit être déclaré comme ça. Donc voilà, moi, je suis là pour présenter l'information. Chez Waltio, dans l'outil de Waltio, on peut choisir activer ou non le déclarer en BNC. On refait la calculation, comme ça on a les deux chiffres. Hein. Donc, et après, chacun fait comme il veut, c'est inclus dans, Et quand il y a eu un volume de transactions voilà, significatif et qu'à la fin, le résultat est négatif, c'est-à-dire qu'on a perdu de l'argent, est-ce qu'on doit quand même le Ouais. déclarer ou est-ce que non, il n'y a pas le déclarer puisqu'il n'y a pas de plus-value nette à la fin positive? Alors, la question a vraiment à se poser. Alors, techniquement, si on lit la loi, il faut quand même le déclarer. Maintenant, si tu ne déclares pas un montant d'impôt de zéro, parce que si ton montant est négatif, tu n'as pas d'impôt, parce qu'il n'y a pas eu de gain, les seules amendes qu'il y a sur la non-déclaration de gain sont des pourcentages du montant gagné. Or, tu as gagné zéro, on t'a beau te mettre le taux le plus élevé, qui est 80%, il y a 10, 40, 80, on arrivera toujours à zéro. La multiplication, elle amènera à zéro. Donc, s'il ne s'est pas déclaré, il n'y a pas d'amende possible. S'il y a eu des opérations imposables qui ont encaissé des moins-values, qu'on est certain que sur l'année, on a fait une moins-value. Et ça, attention, parce qu'il y a de temps en temps, on a vendu, on s'en est pas rendu compte, mais au top, derrière, le portefeuille a baissé, on est en moins-value, mais on a vendu en plus-value. Donc, moi, ma recommandation, elle est quand même d'avoir ces comptes connectés, de l'avoir simulé, cette calcul, de l'avoir à minima simulé et pour le mieux de l'avoir calculé, et c'est fait de façon automatique avec Waltio, pour être sûr. Alors après, il y a plein de personnes qui sont certaines, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin, même pas besoin de le calculer si on est 100% sûr. Mais si on a un doute, voilà ce qui peut être fait. Donc, pour répondre à la question, euh, techniquement, on est obligé, mais dans les faits, il n'y a pas d'amende possible. Donc, je pense que je vous donne la réponse. Mais donc voilà. Ça, c'est le cas en France, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays. On reviendra après sur les revenus passifs parce que Belgique et Espagne, c'est traité différemment. Euh, donc voilà, donc en gros, ouais, on a les gains sur donc la différence entre un prix d'achat et prix de vente, avec une formule un peu compliquée parce qu'en France, les échanges entre cryptos sont non imposables et les échanges contre le stablecoin. Deux, les comptes détenus à l'étranger qui doivent être déclarés. Et trois, les revenus passifs aussi. Maintenant, quand on revient sur si on fait une comparaison avec d'autres pays, pour vous parler rapidement de la Belgique, on doit en gros comprendre. En France, c'est si on est particulier ou professionnel, mais la très 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 grande majorité des gens sont particuliers occasionnels et non professionnels. En Belgique, c'est un petit peu plus compliqué. Pour faire une parenthèse sur la Belgique rapide, il y a trois schémas: bon père de famille, spéculateur, trader, et et en fait, le régime fiscal est différent et ce qui est imposable est complètement différent en fonction de l'un des trois. Donc, pour le coup, la bonne pratique, nous qu'on recommande, on a fait un simulateur en ligne où on a codé tout l'historique de euh, le, le- le droit fiscal belge qui dit en fait, via un système de points, vous êtes plus probable d'être bon père de famille, spéculateur ou professionnel, et donc derrière, comment est-ce que vous devriez déclarer ce simulateur? Il est gratuit, il est en ligne, vous le verrez sur notre site, et il vous dit aussi le taux de sérieux, entre guillemets, à quel point on est certain ou pas du tout que vous soyez dans cette catégorie, ou est-ce que vous êtes proche pile entre deux catégories. Donc ça peut vous aider à mieux appréhender et connaître
les mesures fiscales qui sont appropriées à votre situation. Pour la Belgique, une fois de plus, juste je précise, petit disclaimer, on est un éditeur de logiciels fiscal. En aucun cas, on est un professionnel du droit ou du chiffre. Donc, on ne va pas vous aider dans des cas spécifiques. Si évidemment vous avez un doute sur déterminer, qualifier votre activité de trading, que ce soit en Belgique, en France, ou même d'ailleurs en Espagne, même si c'est moins le cas en Espagne, pardon, on ne peut que vous recommander d'aller échanger avec un avocat fiscaliste. J'insiste sur un point assez important parce que je vois trop d'erreurs là-dessus. Si vous échangez avec un avocat fiscaliste, un expert comptable ou un comptable, s'il vous plaît, échangez avec quelqu'un qui connaît bien les cryptos, qui a eu des clients qui ont des cryptos, que vous avez vu dans un podcast, que vous avez vu sur YouTube, que vous avez vu dans un live, qui a parlé de crypto et que vous savez cette personne a des cryptos. N'allez pas voir le copain de la tante d'un un copain avocat ou autre. Très souvent, ces gens-là ne connaissent pas les cryptos et donc leurs recommandations ne sont pas basées sur de l'expérience. Il y a beaucoup de personnes qui sont très très bons en droit et en comptabilité. Pour le coup, le sujet crypto, j'ai vu beaucoup d'erreurs sont faites quand ce ne sont pas des gens qui sont spécialisés sur le sujet crypto. Le simulateur, il regarde quoi? Il regarde juste le nombre de transactions, le volume de transactions, ou il regarde des éléments plus Non, 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 non. Pour la Belgique, complexes? c'est beaucoup plus complexe. Non, non, non. Est-ce que vous avez un salaire? Il y a plein, plein de critères. Ok. De Donc on mémoire, pourrait je pas crois nous qu'il y en a définir que pour Capsellar, si les gens qui font uniquement du Capsellar, ils seraient dans telle catégorie. Ça pourrait pas, on pourrait pas ça. Ok. impossible. Non, 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 il y a beaucoup de choses. Parce que quelqu'un qui a gagné, je vais te donner quelqu'un qui a gagné plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros, même des centaines de milliers d'euros, et qui en fait passe des opérations tous les jours, mais quelqu'un qui a un travail à côté et quelqu'un qui est au chômage, enfin qui n'a pas de travail à côté, bah, en fait, ça peut tout de suite, l'appréciation fiscale, elle peut être complètement différente. Juste du fait d'avoir un travail te donne une certaine stabilité, c'est pas ton activité principale, donc ça a moins de chances que ce soit vu comme professionnel. Quelqu'un qui fait ça voilà, toute la journée, qui on sait paye des abonnements à des revues, du matériel spécifique et tout, ça augmente les chances d'être vu comme un spéculateur. Ok, mais c'est pour Et ça qu'en c'est fait, moi, je parlais uniquement de ceux qui seraient 100% sur Capsellar. C'est-à-dire que nous, on fait en gros un jeu de, on va dire, d'une trentaine de transactions maximum par mois, ou deux jeux de 30 transactions par mois. Est-ce que ça, sur le fond de l'année, ça fait quelque chose de significatif, quoi? euh, bah, enfin, une transaction quotidienne, on se rapproche d'une Non, non, non. gestion, on va En fait, dire. nous, ce qu'on fait, Pierre, c'est qu'en fait, on se Pour connecte moi, une c'est fois par mois quotidien au d'impôt. wallet du client et on achète au maximum, on achète les 30 premières cryptos du marché. Et on n'a jamais des transactions sur 30 cryptos, en fait. Donc, le grand max, ça serait qu'on puisse faire 30 transactions sur un mois ou peut-être même deux fois dans le mois, mais rarement plus que ça, quoi. Bah, donc, si ça fait 30 transactions par mois, c'est l'équivalent d'une transaction par jour. Oui, Non? oui. Mais ce que je veux dire, c'est on n'est pas connecté tous les jours sur le wallet. Oui, 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 ouais. Mais donc l'équivalent une transaction quotidienne, c'est une gestion plutôt active d'un portefeuille. C'est pas du tout une gestion passive. Maintenant, c'est pas du tout suffisant pour qualifier ça d'opération de trader ou de spéculateur pour la Belgique et pour la trader en français. En France, pareil, il y a vraiment un certain nombre de critères. Si vous, bah, je pourrais vous le mettre. On a un guide entièrement gratuit qui le détaille. J'ai même créé une vidéo là-dessus. Je pourrais aussi vous les partager. Ouais, bah, tu Euh, m'enverras ça, comme ça on le mettra en ressources pour les membres. Ouais. Merci. ok, avec plaisir. Pareil, c'est entièrement gratuit et complètement disponible. Je vous envoie pas de liens payants là-dessus. Mais donc non, de façon générale, c'est pas du tout suffisant pour déterminer que ce soit une personne qui soit trader professionnel. Euh, Si on avance, donc peut-être les autres choses à savoir. Je pense qu'il y a le taux d'imposition. En France, il était de 30%. Cette année, il a changé à 31,4%. Normalement, c'est pas un truc dont on a, entre guillemets, besoin de savoir dans le sens pour calculer ses gains imposables. C'est uniquement pour, on va dire, anticiper le montant d'impôt dû à l'État. La deuxième chose qui est à savoir, qui a changé cette année, c'est plutôt dans les mesures
de contrôle, où l'État s'est doté de davantage de moyens, et notamment donc un truc qui s'appelle DAC8, DAC8. En fait, c'est une directive européenne de partage d'informations entre les États membres. Donc en fait, d'un coup, un État partage automatiquement toutes les données, arrive à les recevoir des plateformes d'échange et les partage entre eux. C'est très similaire au système bancaire. C'est une sorte de master fichier partagé entre les États de toutes les transactions des individus sur toutes les plateformes centralisées. Donc Binance, françaises, étrangères ou autres, enfin toutes celles qui sont régulées. Donc ça, c'est la mise en place, ça a eu lieu le 1er janvier 2026. Ça s'appelle DAC8. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, contrairement à ce que je lis souvent, c'est pas un truc Macron, gouvernement français, la France. C'est déjà DAC8, c'est une directive européenne et en parallèle l'OCDE, donc l'ordre mondial le plus élevé. Enfin, je crois que c'est 28 pays signataires sur cette directive. Et sur le projet CARF, qui est un autre projet qui est similaire mais au niveau mondial, dont il y a les États-Unis, dont il y a même Monaco, il y a aussi, j'essaye de trouver des pays, le Portugal, des pays qui sont souvent vus comme pays à manière à fiscalité avantageuse. Et donc, d'autres pays, on va dire, enfin plein d'autres pays dans le monde signent. Donc il y a DAC8 qui est au niveau européen, CARF, CARF au niveau mondial, mais ce sont en gros des projets de collaboration, de récupération automatisée des informations liées aux transactions et à l'identité des personnes qui font des transactions, que ce soit des entreprises ou des particuliers, et de partage de ces informations entre les pays. Donc il y a clairement une mise en place d'un énorme projet de surveillance de masse là-dessus. Après, on est d'accord, Pierre, que ça peut faire peur aux gens, mais finalement, il y a rien de nouveau parce que c'était déjà le cas sur les fichiers bancaires. Ah, alors, complètement. Ça existe depuis toujours sur le sujet bancaire. Ça n'a jamais existé sur le sujet de crypto. C'est-à-dire que sur les cryptos, en gros, c'était très en fonction de enfin, l'État n'avait pas trop d'infos. Donc, c'était les infos qui étaient déclarées, ils allaient pouvoir contrôler. Et là, maintenant, c'est avant même que tu aies déclaré, l'État sait à peu près que tu as fait des transactions et de combien. Donc, ils ne connaissent pas les gains, mais ils sont capables de savoir combien a été déclaré. Juste, du coup, pour cette partie-là, du coup, tu nous as dit que le taux, il était de 31,4. Est-ce qu'on peut juste faire un rapide exemple? Si par exemple, en début d'année, j'ai mis 10 000 euros et on va dire en mois de décembre, si le marché s'est plutôt bien porté, très bien, j'étais en bull run, ça a fait x2. J'ai 20 000 euros. Donc mes 10 000 se sont transformés en 20 000. Je décide de retirer 2 000 euros pour faire des cadeaux à Noël. On est d'accord qu'il y a 1 000 euros de capital de départ, 1 000 euros de plus-value, et du coup, je vais devoir payer 314 euros, c'est ça, d'impôt. C'est ça, Ok. On est exactement. là-dessus, on est toujours sur la même logique, ça fonctionne toujours de la même façon, comme ça. Ok. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on vient déduire le montant la part du capital qui a été alloué à la plus-value, en l'occurrence c'était 10% du patrimoine, donc 1 000 euros sur les 10 000. Et après, on appose le taux d'imposition sur le montant de la plus-value, donc sur les 2 000 retirés, Ok. 2 000 moins 1 000, 1 000 et 1 000 fois 31,4. Donc on arrive à 314 euros. Ouais, exactement. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne en France, c'est différent en Belgique et c'est différent en Espagne, c'est différent dans tous les autres pays dans le monde. Donc voilà, et ça omet le fait qu'il y ait potentiellement des gens ont plusieurs comptes, ça omet le fait qu'il y ait potentiellement eu des transferts entre des comptes. Ouais. Si on revient, donc là, on a vu les projets, donc les grands projets de surveillance qui sont en train d'être mis en place par les États depuis le 1er janvier 2026. Enfin, ça fait plusieurs années qu'ils sont mis en place, mais maintenant ils sont activés. On a vu le taux, on a vu qu'est-ce qui rendait les choses imposables. On a vu les formulaires, donc il y a le formulaire en France, c'est 2086 30 pour les déclarations des plus-values dans les 3916, 3916 bis pour les comptes détenus à l'étranger et après les BNC, bénéfices non commerciaux pour les revenus passifs, stacking, mining earn et tout. Sachant qu'à chaque fois dans ces trois
enfin, quand vous déclarez en ligne, cette notion de formulaire, elle est plus très utile, quoi. Les gens devaient les retenir avant, mais bon, quand c'est fait en ligne, ça doit être fait en ligne. On est guidé dans l'espace et on n'a pas trop besoin de retenir les noms et les numéros des formulaires. Pour moi, on a fait le tour des grandes informations que Tu je avais voulais dit vous quand? partager. Il y a des Le choses. quand, c'est maintenant quand? Enfin, c'est jusqu'à quand on a le droit? Enfin, on peut. Ah, alors, en France, ça commence demain, le 9 avril. Je pourrais vous envoyer le détail et vous le recevrez de toute manière par département. Mais en gros, ça va pour les déclarations papier, c'est 19 mai et ça va grosso modo du 19 mai, 28 mai. Et de mémoire, c'est le 4 juin, le dernier jour, Ok, donc en 2026. gros, c'est début avril à fin mai, quoi. Ouais, exactement. Bah, comme toujours, hein. Ok, et du coup, le dernier truc que tu avais mentionné au petit démarrage, c'est dans quel cas on ne déclare pas. Ouais. Alors, si on n'a pas vendu de crypto durant l'année, on n'a pas de gain à déclarer. Ou les années où on n'a pas vendu, on n'a pas de gain. Les années où on en vend, il y a des gains à déclarer. Si notre compte est uniquement sur une plateforme enregistrée en France ou dite française, on n'a pas à informer l'administration fiscale de la détention de compte à l'étranger car on n'en a pas. S'il n'y a pas eu de revenus passifs, dans ce cas-là, il n'y a rien à faire dans sa déclaration fiscale. Et il y a aussi si la plus-value est inférieure à 340 Ah oui, euros, ou un alors truc 305 euros. Alors 350. là, c'est pas qu'il n'y a pas à déclarer. Techniquement, elle doit être déclarée, mais bon. Mais il n'y a pas d'impôt. C'est une sorte d'exonération mis en place par la France. Ouais. Une exonération d'impôt en dessous de 305 euros de plus-value, quoi. Ouais. Ok, bah du coup, je vais rouvrir le chat, comme ça vous allez pouvoir de nouveau poser les questions, parce que tout à l'heure, il y avait plein de questions qui arrivaient, et Pierre était en train de présenter, et je vous voyais couper, donc enfin, c'était compliqué. Mais là, on est vraiment là disponible pour vraiment répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je sais qu'il y avait des questions qui se portaient sur la Suisse, l'Espagne, l'Angleterre, c'est anglo-saxon. Je sais pas si tu auras les éléments. Alors, je vais faire un rapide passage. La Suisse, en gros, c'est pas un régime sur l'opération imposable, c'est un régime fiscal qui est sur ce qui est un grand débat en ce moment. C'est un régime, en gros, qui est sur le valeur totale de patrimoine en fin d'année. Grosso modo, en Suisse, pour 90% ou 95% ou même plus, donc tout ce qui n'est pas grande fortune, il n'y a pas d'impôt sur les cryptos. Par contre, il y a pour les grandes fortunes, je crois que c'est au niveau national et donner les valeurs des cryptos en fin d'année. Et il y a un taux qui est différent par canton, évidemment, qui en gros dit, bah, si vous aviez, il y a plusieurs millions d'euros en crypto, voilà la valeur en fonction de la quantité que vous détenez et vous devez donner 0,3, 0,8%, 1,4% à l'État. Point barre. Ok. Il y avait Andorre aussi, il me semble, l'Espagne. Peut-être ceux qui ah ouais. Et quel est le site de Waltio? Donc, je me suis pas du tout présenté, mais je suis cofondateur et CEO de la société de Waltio, qui est un éditeur de logiciels fiscal. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc aujourd'hui, il y a une personne sur 20 en Europe qui déclare des gains, ses revenus en crypto ou ses gains qui utilisent Waltio. On est archi leader en France. C'est plus de 2 personnes sur 3. On a un peu plus de 120 000 utilisateurs actifs. Voilà, et en gros, c'était de faire l'outil le plus simple possible. Les gens connectent leur compte, on lit toutes les transactions, automatiquement on calcule les plus et moins values et on fait les rapports de pertes ou de gains pour Ouais. ces personnes. C'est vrai que j'ai pas du tout présenté Waltio parce que bon, c'est tellement connu. Mais pour vous donner dans les grandes lignes d'explication, Capcellar, lui, va gérer votre portefeuille, gère votre portefeuille et automatise les transactions. Et arrive une fois par an, sur cette période-là qui va démarrer, la déclaration d'impôt en fonction des plus-values que vous avez réalisées. Et bien sûr, c'est assez compliqué d'évaluer toutes les plus-values parce qu'en fait, il faut, à chaque fois que vous faites une transaction en fiat ou que vous payez un service, bah, il y a en fait un événement fiscal, ce qui fait qu'à la fin de l'année, il y a beaucoup d'événements fiscaux qui se sont multipliés et ce qui rend la déclaration compliquée. Et donc, tout l'intérêt de Waltio, c'est d'aller connecter le logiciel Waltio à votre compte
de la même façon que Capstellar est connecté à votre compte, mais pour faire quelque chose qui est différent, c'est que Watio va récupérer toutes vos transactions et va vous générer un rapport. Et du coup, en un clic ou quelques clics, vous allez pouvoir récupérer le rapport pour vous faciliter la déclaration. Et donc, du coup, tous les éléments dont vous aurez nécessaire pour la déclaration fiscale seront dans le rapport qui sera récupérable sur l'outil Watio. Et donc, l'idée de Watio, c'est d'automatiser, de vous simplifier la vie sur la déclaration fiscale qui serait sinon extrêmement compliquée. Donc, c'est pour ça que on sait que les utilisateurs de Capstellar vont vers la simplicité parce qu'ils utilisent Capstellar pour faire les transactions et investir dans les cryptos. Et donc, du coup, on vous redirige vers Waltio pour générer votre déclaration fiscale. Voilà un petit peu dans les grandes lignes. Et du coup, je te laisse. Je sais pas si tu avais passé les questions. Est-ce que je vais essayer de traiter peut-être. Attends. Ou tac tac. Alors Claire qui posait la. Non, pour répondre, mais oui, aussi prendre un bulk de plusieurs questions. Mais donc oui, en effet, je confirme la question d'Anthony qu'on y a répondu sur Binance, qu'en effet, aujourd'hui, en tant qu'utilisateur avec les nouvelles conditions générales de Binance, il n'y avait plus besoin de le déclarer comme un compte détenu à l'étranger. Et pour présenter, donc ça, c'était comme on a vu en Suisse, on a vu la Belgique, l'Espagne. Donc Waltio est présent en Espagne. En Belgique, on est aussi très loin de l'outil leader. En Espagne, on est numéro 2. Je ne le recommande pas le premier. On a des concurrents dans d'autres pays que je recommande. Tant celui-là, pour le coup, il y a des erreurs dans les formules de calcul. Donc, je ne le recommande pas. Mais je revois qu'il y a pas mal de questions en haut qui ont été reprises. Donc Valérie, donc si globalement tu es en perte à la fin de l'année et que tu as retiré de l'argent à un moment donné, peu importe, tu n'es pas du coup en gain. Donc techniquement tu devrais déclarer, mais ce qu'a dit Pierre, c'est que si à la fin tu dois 0 impôt, tu auras une amende qui sera un multiplicateur de 0, donc en gros 0. Comment se passent ces importations de Binance dans Waltio avec le capital Capstellar géré dans les sous-comptes? Alors, en fait, que ça soit géré dans les sous-comptes ou dans les comptes principaux, Pierre, tu nous confirmes que ça fonctionne pareil. Il faudra juste connecter le Waltio au sous-compte. Il faut connecter. C'est une bonne question. Normalement, il est connecté et intégré automatiquement. Il faut juste s'assurer que la donnée remonte. Si c'est pas remonté, j'en profite aussi. Il y a un petit chat en bas à droite dans le site de Waltio, et donc vous pouvez l'ouvrir. Je pense pas que tu as accès aux transactions des sous-comptes si tu es connecté en API via uniquement le compte principal, à mon avis. Mais bon, effectivement, ce sera à checker de votre côté. Je me souviens, il y a quelques années, on a vu cette question. Pour moi, à vérifier. Ok. Mais de toute façon, c'est simple. Quand vous allez connecter Waltio à votre compte, si ça sort rien, posez-vous des questions. Ou si ça sort pas toutes les transactions ou le volume de transactions qui ont été générées par Capstellar, ça veut dire que vous avez quand même il manque quelque chose. Pour prendre l'exemple de Florent. Juste pour revenir sur cette notion de Binance, ce qui est un truc qui peut être fait, c'est notre service client répondra bien mieux que moi et même le support à cette question, mais un historique complet, et on a un tutoriel en ligne pour télécharger toute votre transaction et réalisée depuis Binance, peut sinon être une solution alternative si l'API ne fonctionne pas. Et juste pour revenir aussi, parce que je voyais pas mal de questions sur la Belgique, de j'ai pas converti, mais j'ai des doutes sur ma situation. Pareil aussi, moi, ce que souvent j'utilise, c'est de se dire, mais connectez vos comptes, vous verrez vous-même sur Waltio si vous y avez quel est le montant d'impôt, de combien et est-ce qu'il y a quelque chose à déclarer. Yes. Claire qui dit, pour reprendre l'exemple de Florent, imaginons que je retire les 2000 € le 1er avril. Comment se fait le calcul de la plus-value? En fait, la plus-value, elle se calcule à la fin de l'année. Donc là, on est en 2026. En avril 2026, l'État, lui, ce qu'il veut connaître, c'est votre plus-value sur l'année 2025, donc l'exercice précédent. Donc, que vous ayez fait le retrait de 2000 € le 1er avril ou le 1er décembre, ça ne va pas changer grand-chose. C'est juste que si vous l'avez fait au 1er avril et qu'après, il y en a eu d'autres qui sont arrivés dans le restant de l'année, en fait, ils vont tous être pris en compte. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Je voyais j'avais 3 autres questions que j'avais vues. Quand est-ce que Waltio fait la même chose pour les PV et les plus-values, les dividendes d'actions? Alors, pour les plus-values et les dividendes d'actions, c'est une très bonne question. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas les formules de calcul. Souvent, les intermédiaires font des IFU,
c'est-à-dire calcule les plus-values pour l'utilisateur. Donc la difficulté de déclarer est clairement plus faible. Mais je ne cache pas qu'en effet, il y a quand même une petite complexité dans certains cas quand l'acteur ne fait pas diffus. Donc nous, on ne le fait pas, mais voilà. Et comment on fait aussi une connexion avec Waltio? Normalement, c'est soit par API, soit en téléchargeant un fichier. C'est assez intuitif, hein. Comme je disais, il y a plus de 100 000 personnes qui ont réussi à le faire en ligne. Dans tous les cas, c'est normalement expliqué et assez facile. Mais s'il y a des dysfonctionnements, en bas à droite, il y a toujours cette bulle de chat auquel on peut répondre en plus de la FAQ. Et donc, je réponds aussi à une autre question. Nous avons appris par la presse web qu'en effet, Waltio a subi un piratage informatique d'une fuite de données en 2025. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez traité cette situation? Donc, en effet, la société avait été victime d'une même plutôt plus grosse campagne d'attaque sur les données et donc victime d'un incident. Donc en 2025, qui a été sorti dans la presse, où on a fait l'objet d'une rançon le 21 janvier 2026. Donc nous, depuis, pour vous expliquer... C'est-à-dire qu'ils ont menacé de le diffuser dans la presse si tu les payais pas? Non, ils ont menacé de payer. Alors, c'est pas diffusé dans la presse, mais diffusé publiquement, ou en tout cas, ils nous ont demandé de payer pour avoir les données. Ok. Et donc, c'était un groupe de hackers très, très connu, qui a déjà hacké Microsoft, qui a déjà hacké GitHub, qui a déjà hacké, qui s'appelle Shiny Hunters. Enfin, bref. Et donc, ils nous ont... donc, nous, ce qu'on a fait, donc depuis, on a énormément, évidemment... on a fait 3 grandes mesures. Premier point, c'est qu'on a fait des tests de pénétration, c'est-à-dire mis en place des audits cyber. On a fait 5 entre 2025 et aujourd'hui. On a recruté un RSSI, responsable de la sécurité informatique, à temps partagé, donc en anglais un CISO part-time. Et troisième action, on s'est mis en démarche pour obtenir une norme de conformité qui n'est pas obligatoire dans notre activité, mais on s'est dit, au vu de notre passé et de la donnée qu'on gère, qui s'appelle la norme ISO 27001. Évidemment, ça parle à personne quand on est un particulier, mais quand on est une entreprise et qu'on bosse dans la sécurité informatique, les gens la connaissent. Donc ça, c'est les 3 très grosses mesures qu'on a mis en place depuis pour minimiser au maximum les chances que ces choses arrivent. On a mis en place plein d'autres procédures. Je ne vais pas rentrer dans les détails. S'il y en a qui veulent, je pourrais, mais ce n'est pas l'objet. Qui restreint les accès aux informations et autres. Mais en tout cas, ça a été un énorme enseignement. Et même au-delà de ça, on va maintenant encore plus loin on réfléchit. Ça, c'est plus pour cet été. Après la saison fiscale, comment est-ce qu'on pourrait avoir... déjà, on n'a pas de KYC, donc la société, on n'a pas l'identité de la personne, on a uniquement une adresse mail. Mais comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin pour faire en sorte de jamais connecter une adresse mail avec les données du portefeuille? Mais là, je préfère plutôt annoncer des choses en fin d'année. Merci Pierre pour la transparence sur cet événement-là. Moi, j'aimerais vraiment dire un truc qui est important et qu'il faut que vous compreniez, notamment avec DAC 8. Les États ne sont pas du tout armés pour se blinder contre ce genre de hackers, croyez-moi. Et il y a déjà eu des fuites par le passé des bases de données étatiques. Voilà. Il y a aussi des bases de données qui ont fuité, de Coinbase et tout, de Ledger également aussi. Donc, je veux dire, ça, maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie de l'environnement. Qui est énorme. Il est là. Voilà. Et je trouve que, tu vois, vous, si vous avez effectivement que l'email, vous n'avez pas beaucoup d'informations, du coup, pour recouper. Mais juste, du coup, il faut faire avec. Je sais que c'est compliqué, mais il faut faire avec. Parce que ça sert à rien, en fait, d'aller reprocher à tel ou tel opérateur, puisque, de toute façon, il y en a tellement, il y a tellement d'informations qui circulent sur le dark web, sur vous, qu'il faut faire avec. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'à chaque live, je vous explique c'est quoi le scénario. Parce que là, en fait, quand il y a une fuite d'informations comme ça, ils n'ont pas accès à votre compte. Ils ont juste accès à l'information que vous avez un compte. Et potentiellement, après, ils peuvent savoir s'il y a eu des transactions, plus ou moins si vous avez du capital ou pas. Mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est juste connaître leurs scénarios. Et les scénarios, c'est toujours les mêmes. C'est de se faire passer soit pour le support de Ledger, soit se faire passer pour le support de Binance, soit se faire passer pour la gendarmerie, soit se faire passer pour l'AMF, et de vous dire, attention, il y a quelqu'un qui s'est connecté à votre compte, vous êtes en danger. Ou alors de vous envoyer un SMS en disant, tiens, vous êtes bien connecté, voici votre code pour vous loguer. Si ce n'est pas vous, cliquez ici ou appelez ce numéro. Et en fait, c'est toujours ça, c'est toujours le même scénario.
Donc, à partir du moment où c'est pour ça que tous les mois, je vous saoule avec ça, c'est parce que, en fait, plus vous savez, vous connaissez le scénario, et dès qu'on vous appelle, vous savez, en fait, vous avez repéré, dit, c'est bon, le gars, il essaie de m'arnaquer, je raccroche, et puis c'est terminé. Et c'est la meilleure façon de vous protéger de ça, parce que quel que soit le niveau de sécurité qui se met en place chez Waltio, ou chez Capstellar, ou chez Binance, ou chez autres, vous aurez toujours ce risque-là, en fait. Et donc, du coup, le mieux, c'est que c'est vous qui vous protégez vis-à-vis de ça. Voilà pour ce sujet-là. Mais c'était Je important suis pour moi de 100% te rappeler. d'accord avec toi. C'est hyper pertinent comme commentaire que le risque qui touche le plus de monde, c'est de se faire appeler ou d'avoir une adresse mail. Euh, ouais. Allez, on poursuit du coup les questions. Ouais. Euh, Alors oui, oui, ça concerne peu de personnes, c'est-à-dire quelques dizaines, mais pour les très très gros patrimoines de plusieurs millions d'euros, il y a aussi des attaques physiques, mais pareil, ça reste quand même ciblé. Enfin, la très très grande majorité des attaques physiques étaient envers des dirigeants de sociétés en crypto et non pas des investisseurs particuliers. Euh, Phishing, et donc phishing c'est par email et vishing c'est par la voix, par l'appel. C'est les deux plus grands risques donc de perte de fonds. Après, juste pour revenir, que ce soit un Capstellar ou vous qui gérez votre portefeuille, la, la, la notion de plus-value imposable, elle est la même et l'impôt dû en cas de gain est exactement le même. Au même titre, d'ailleurs, j'anticipe la question, c'est si mon fils fait ça ou si moi fais ça, mais je suis en tant qu'étudiant ou sous le résident, résident fiscal de mes parents, ça doit être déclaré toute personne au sein du même foyer doit avoir son activité qui doit être déclarée. Et si j'ai en fait, les personnes qui disent j'ai investi il y a 2 ans, mais mon portefeuille a été en plus-value, puis après est repassé en moins-value, et ainsi de suite, est-ce que je dois déclarer Nous, je suis incapable de le savoir, moi. C'est-à-dire que ce que je peux dire, c'est que soit vous utilisez en ligne notre simulateur, mais il y aura peut-être des limites à avoir la vérité, soit sinon, soit sinon, on va vous reconnecter le compte à Waltio et vous pouvez le voir rapidement. Et évidemment, sur Waltio, on prend les historiques des ledgers. Donc pour ça, deux options. Soit on prend directement les clés publiques des wallets, soit sinon, on télécharge depuis Ledger Live l'historique de transactions, qu'on téléverse, qu'on dépose sur Waltio. C'est des dizaines de milliers de personnes qui ont déjà connecté, on va dire, ou sont récupéré les informations issues de Ledger à des fins fiscales. Ouais, juste je réponds à une question. Donc, il y a Anne-Laurence qui dit comment s'écrit votre logiciel. Donc, c'est Waltio. Là, je viens de vous libérer un lien qui vous permet d'accéder au site de Waltio. Et sachez que si vous êtes membre de Capstellar, vous allez avoir une réduction. Donc, il faut taper le code de réduction Capstellar 10, il me semble, de mémoire. Exactement. Je vais le créer juste après le live. Mais en effet, il vous offrira 10% sur l'abonnement de la première année en tant que code promo de bienvenue. Ok. Et donc Nimé qui dit si on ne retire rien de notre compte Binance, on n'a donc rien à déclarer, c'est ça. Alors oui, sauf s'il y a des paiements qui sont faits, et notamment les paiements des frais. Non, tu as autre chose à dire Non, non, non. La notion, alors je veux redéfinir ce qui est dit par mot retirer, parce que très souvent, il y a cette confusion en France qui est j'ai pas renvoyé des euros depuis Binance vers ma banque, donc j'ai rien à déclarer. Et ça, c'est là où il y a plus d'erreurs. Non, à partir du moment où il y a eu des échanges crypto vers des euros, il y a une obligation de déclaration en France. Voilà. Donc en gros, si vous avez des USDC, vous les avez revendus contre de l'euro, là effectivement, ça peut donner lieu à une déclaration. Mais si vous êtes rentré dans Capstellar en mettant de l'euro et derrière c'est tout passé en USDC ou en crypto, non, il n'y a pas de déclaration. En revanche, si les frais sur gain qui sont prélevés sur votre compte, eux, dépassent ces 305 euros, effectivement, ça peut donner lieu à une déclaration fiscale, mais c'est pour ça que là récemment, on a mis la possibilité d'acheter des crédits de frais sur gain que vous pouvez payer par carte bancaire. Et donc normalement, vous ne devez plus être exposé
on va dire, à la fiscalité tant que vous ne touchez à rien, puisque c'est l'idée, plus vous laissez sur du long terme, moins vous êtes exposé fiscalement. Hmm. Alors, Philippe 75, donc c'est vraiment important de redire ça. Tu places 10 000 euros, tu doubles, donc tu es à 10 000 euros de plus de plus-value. Tu retires 2 000 euros, pour moi, tu payes 2 000 fois 0,314. Maintenant, parce qu'en fait, la plus-value, elle n'est pas de. Elle est, dans les 2 000 euros, la plus-value, elle n'est pas de 2 000, elle est 2 000, puisqu'il y avait initialement les 1 000 euros de capital de départ. Donc, c'est bien 314. Donc, je reprends, Philippe, l'exemple, mais c'est bien ça, et c'est pas 2 000. Euh, Puisque forcément, Après, il sinon, y elle ne a, serait jamais ouais. défalquée, le capital de départ, en fait. En fait, non, enfin, il faut bien s'assurer, est-ce qu'on parle de la plus-value imposable ou du montant d'impôt dû? Et une fois encore, si vous avez le doute, on a un simulateur qui est en ligne. Vous allez sur weltio.com, vous cliquez dans ressources, simulateur, vous renseignez les chiffres. Et là, vous pouvez, entre guillemets, jouer avec les chiffres pour vous assurer de comprendre et peut-être se rapprocher de votre situation. Et si au bout d'un moment, vous dites, bon, c'est pas assez, moi, il me faut exactement déclarer et savoir pour être certain, vous créez sur ouvrir un compte. Il y a 2 questions de bienvenue pour savoir exactement ce que vous recherchez. Après, vous laissez une adresse mail, on connecte un compte et directement, c'est fait. Ouais. Michel qui dit, doit-on déclarer les paiements réalisés en crypto, par exemple les billets d'avion pour voyage? Oui, en fait, ça vraiment, tout ce qui est paiement, tout ce qui est, on l'a dit, hein, ça fait partie de la déclaration. Mais une fois de plus, si vous connectez votre compte à Waltio, il va l'identifier, ça, les paiements de billets d'avion. Totalement. Donc nous, en fait, tout notre but, c'est que justement, ces petites questions techniques, mais qui sont hyper importantes, qui sinon en fait viennent complètement faire une erreur dans votre déclaration. Eh ben, en fait, notre but, c'est que ça se soit fait de façon automatisée et que vous n'ayez pas à vous arracher les cheveux à comprendre chacun des détails. Vous connectez vos comptes, nous on fait tout. Après, on vous dira peut-être, ah, attention, votre billet d'avion là, vous avez en fait envoyé, je sais pas. 0,5 Ethereum à quelqu'un parce que c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a acheté. Donc nous, on ne le voit pas. Par contre, si vous avez payé avec votre carte Binance, automatiquement, ça va être vu. Mais pardon, si on ne le voit pas, on vous demandera juste, mettez le label paiement, si c'est un paiement, vous mettez ça, automatiquement, on prend en compte et automatiquement, on recalcule les plus et moins-values. Ouais. Gérard qui dit, si on a une année revenu passif, donc imposable, alors en général, les revenus passifs, c'est le earn, c'est vraiment quelques euros, quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, c'est vraiment normalement très marginal. Mais si en année N plus 1, on a des pertes, est-ce qu'on est remboursé? Je ne crois pas. Ça ne fonctionne pas comme une entreprise. Non, exactement. C'est un truc que j'ai défendu 3 années de suite au Parlement. J'ai encouragé des députés, j'étais rencontré des sénateurs, j'étais au Sénat pour essayer justement que ce soit le cas. La possibilité de déduire des pertes d'une année à l'autre, c'est impossible à mettre en place tant qu'on a l'exemption des crypto-crypto. C'était jugé comme excessif. Et donc, malheureusement, c'est pas possible. Ouais. Ludovic qui dit, peut-on retrouver sur le site Capsela le montant des gains encaissés en 2025? Normalement, vous avez un bandeau en haut du site qui reprend justement les gains encaissés, les frais sur gains encaissés l'année précédente. Donc normalement, il devrait apparaître. S'il n'apparaît pas, dites-le moi. Et de toute façon, on va rechecker là juste après. Mais on va faire effectivement le nécessaire pour que ça vous simplifie la vie à ce sujet-là. Si on vend des cryptos à perte, bah, du coup, c'est une moins-value. Donc ça viendra se défalquer à la fin de l'année. Euh, alors, Alain du 79, il dit, mon compte Watio ne se synchronise pas avec mon compte Binance malgré 33 changements de clé API depuis le début de l'année. Que se passe-t-il? Je crois que je ne suis pas le seul. Est-ce que Alain, vous avez contacté le service client, donc hello@waltio.com, ou est-ce que vous avez échangé avec la bulle via la bulle en bas à droite? Parce que oui, il y a des personnes qui ont déjà rencontré des complexités, ça, enfin, ça peut arriver soit dans des cas spécifiques, soit le fait que ce soit un sous-compte avec Capstellar, soit pour une autre raison. Mais normalement, le service client, il arrive toujours à arriver à récupérer les informations et on propose toujours, et j'ai encore d'autres solutions de plan B, plan C, plan D, s'il y a des choses si on n'y arrive pas. Ouais. Il y a Christophe qui dit, je suis en moins-value de 3 000 euros en 2024 et en plus-value de 2 000 euros en 2025. Je souhaite tout sortir, donc 5 000 euros au total. Dois-je déclarer, sachant que je suis en moins-value globale de 1 000 euros sur 2 ans? Alors, en fait, s'il y a eu, normalement, c'est année par année, hein. Exactement, ça fonctionne année par année. Moi, j'ai quand même besoin de comprendre comment vous pouvez être sûr de ces chiffres que c'est bien des plus-values.
fiscale, donc soit vous avez fait très, très, très peu d'opérations, vous êtes bien cassé les pieds à recréer tout l'Excel de modélisation du 150 VH bis. Mais est-ce que vous devez déclarer? Moi, la solution, c'est quand même connecter vos comptes à Weltio, vous calculez, vous voyez l'année, vous refaites l'année d'avant et comme ça, vous pouvez voir par année. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, moi, Pierre, c'est qu'en 2025, ce qui était Ah, déclaré pour l'année 2024, s'il y a eu de la moins-value, il y a eu de la moins-value, elle a été entérinée dans la déclaration de 2025 pour l'année 2024. en Et que du fait, coup, si elle était entérinée, elle était entérinée. Et donc, du coup, en 2026, pour la déclaration de 2025, s'il y a 2000 euros de plus-value, ces 2000 euros de plus-value seront imposés. complètement. Maintenant, c'est si, enfin, à partir du moment où vous avez encaissé cette moins-value, de facto, vous avez réduit votre prix total d'acquisition, donc le montant d'investissement en crypto, parce qu'il y a une portion de votre vente qui était du montant d'acquisition. Donc, ça se reflète dans votre plus-value de 2025. Donc, naturellement, elle est déjà en partie déduite de la plus-value. Ça, c'est vraiment si on veut faire le schéma de raisonnement. Ouais, moi, ce que je vous dis, enfin, oui, on est obligé de déclarer le montant de la plus-value encaissée dans l'année. Mais par contre, s'il y a eu une moins-value qui a été réalisée en début 2025 et une plus-value, par exemple, 2000 euros en début 2025, 3000 euros de plus-value, on va déclarer les 2000 euros de moins-value, les 3000 euros de plus-value. Et là, le formulaire calculera automatiquement une plus-value globale sur l'année de 1000 euros. L'impôt sera donc de 314 euros. Ouais, en fait, le sujet, c'est que si la plus-value qui a été faite, enfin la moins-value qui a été faite la première année, elle n'a pas été comptabilisée dans la déclaration parce que c'est resté en USDT ou c'est resté en crypto, donc ça ne devait pas être déclaré, bah, du coup, c'est effectivement là que toute l'intégralité sera prise en compte et du coup sera déduit. À partir de quel montant de capital l'outil Waltio est-il pertinent? Alors, moi, je vais laisser Pierre répondre, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça va plus défendre en fait du nombre de transactions et après de vos capacités, vous, à justifier le jour où vous avez un contrôle fiscal de ce que vous aviez ou pas. Et donc, pour moi, en fait, c'est plus l'achat, on va dire, d'une tranquillité d'esprit d'avoir fait la déclaration avec le rapport qu'il faut bien, parce que le jour où vous allez avoir un redressement, quel que soit le montant, vous allez dire, non, mais ça, c'est des clopinettes, c'est quelques centaines d'euros. Ouais, mais n'empêche qu'il faudra quand même tout restituer et là, il faudra quand même refaire le truc. Et donc, voilà. Ça, c'est mon avis. Voilà. Après, Pierre, je te laisse répondre sur le sujet. C'est très difficile de mettre un chiffre. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, euh, si vous n'avez pas déclaré 400 euros de plus-value, donc 100 et des brouettes euros d'impôt, il y a peu de chances que l'État vienne courir après. Ça, par contre, ce que je sais aussi, dit dans l'autre sens, c'est que s'il y a quelques milliers d'euros de plus-value, que derrière, en fait, moi, derrière, soit l'État vient par un autre biais, vous vérifiez sur, je sais pas, résidence principale, sur vos revenus, sur une autre activité, celui de votre femme, un autre membre de votre foyer ou votre mari ou autre. Et en fait, d'un coup, se met un peu à tout regarder, hein, tout ouvrir sur votre patrimoine personnel. Et là, en fait, ça donne pas un bon signal et ça donne envie à l'État français, mais alors pareil dans tous les autres, de creuser. Ah, il n'a pas déclaré ses comptes détenus étrangers. Ah, il n'a pas déclaré ses plus-values. Et donc, de temps en temps, il y a des portes dans la vie que je trouve on préfère fermer que laisser ouvrir et encourager à ouvrir, à regarder vers d'autres fenêtres. Donc, pour moi, c'est plus une sorte de, en effet, sécurité d'esprit et peace of mind. Maintenant, voilà, la réalité, quelqu'un qui n'a pas déclaré quelques centaines d'euros de gains imposables, le risque, ou même d'impôt, le risque, il est minime factuellement, mais voilà, je voudrais pas que ça commence un truc en cascade où ah bah, j'ai vérifié, ah bah, vous n'avez pas déclaré vos impôts, donc on va reprendre vos revenus dans les 3 dernières années, donc on va reprendre aussi l'activité de votre femme, donc on sait que vous travaillez dans telle entreprise, on va. Ouais, ça peut être un signe de négligence, tu dis, qui fait que derrière, ça ouvre ouais. Ce serait dommage, je trouve, en tout cas, de partir dans un truc assez casse-pied, parce que c'est Ouais. horrible les contrôles fiscaux, enfin c'est hyper chiant, c'est hyper long, c'est des frais d'avocat en plus, donc voilà. Après, ouais, Il y a voilà Claire qui demande le tarif. Je crois qu'il y a plusieurs offres, hein, mais
C'est en fonction du Ça nombre va de de transactions. Alors, c'est intéressant. Tout le système s'est construit en fonction du nombre de transactions. On a essayé plutôt de se dire, bah, certes, c'est en fonction du nombre de transactions, mais c'est aussi en fonction de la valeur du service. Si vous voulez des documents en cas de contrôle fiscal, des documents de rapatriement bancaire, bah, ça va être sur des tarifs et des prix plus élevés. Mais ça commence à 50 euros par an. Et donc, c'est même en dessous avec le code promo. Et ça monte à quelques centaines d'euros. Il y a une formule à 100 euros, à 99, et une formule à 249. Ça commence à 39 euros par an, TTC, donc Et il y a avec combien de le transactions pour les 39 euros par an? 50. Ouais, donc ça sera pas suffisant, c'est sûr. Il me semble que la dernière fois, on avait Sinon, c'est préconisé 100 euros l'option par qui an. était autour de 100 euros. Ouais, ça c'est sûr, ce sera suffisant parce que 100 euros, c'est jusqu'à 1000 transactions. Voilà, bon, Euh, c'est ça. Et il y a une offre, est-ce que tu as une offre intermédiaire vers 70-80 euros pour savoir combien il y a de transactions, pour savoir si on passe dedans? non, après, c'est des offres à 250, à 1000 Ok, euros, j'insiste, voilà. par an. Donc c'est l'offre à 100 euros si vous êtes uniquement sur Capsular. Après, si vous faites d'autres choses à côté, c'est à vous de regarder le nombre de transactions que vous avez et ce que vous avez besoin comme service. Mais si vous êtes dans Capsular, uniquement dans Capsular, c'est l'offre autour des 100 euros qu'il faudra prendre. Exactement. 100 Euh, euros TTC et avec le discount du code promo. Enfin, et après la discount qui viendra. Donc ça sera normalement 89 euros. je regarde s'il y a des questions qu'on n'aurait pas traitées. J'ai un rendez-vous qui a commencé il y a 5 minutes, mais je peux encore gratter une ou deux Du minutes. coup, du coup, on va écourter. Écoute, du coup, on va écourter et je vais répondre moi-même si, parce que je pense qu'avec tout déjà ce que tu as traité, on a vu tous les cas de figure et je repasserai moi-même sur les dernières questions. En tout cas, Sinon, merci Pierre dans, d'avoir été là. dans quelques jours, tu m'envoies un message avec toutes les questions. J'y réponds, je vois avec notre juriste si j'ai besoin et je te les renvoie en bloc. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci encore de ta présence. Et puis, bah, du coup, je te souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Merci encore. Merci à toi, merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et ouais, aussi, bonne fin de journée et à bientôt. Ciao. Allez, alors, du coup, on va reprendre ma présentation et je vais. Voilà. Donc, je vais passer moi. Alors, en tant que client Capsellar, n'agissant pas sur le compte Binance, mais laissant le logiciel Capsellar gérer le portefeuille, peut-on être soumis à l'impôt? Oui, Annabelle, en fait, nous, le logiciel ne fait que faire les transactions à votre place, mais c'est quand même vous qui êtes responsable fiscalement et juridiquement des transactions qui sont réalisées et forcément des plus-values que vous réalisez. Donc oui, le fait que ce soit le logiciel qui fait les transactions à votre place n'induit en rien que vous ne soyez pas exposé à l'impôt. Tac, tac, tac. Alors, j'ai investi 5 000 euros il y a maintenant 2 ans. Or, dans la synthèse que j'ai reçue cette semaine, la valeur de mon portefeuille et placement est aujourd'hui à environ 3 500. Je m'interroge sur la meilleure décision à prendre. Juliette, je vous ai répondu en message privé. Donc, en fait, à court terme, vous pouvez effectivement avoir une baisse de la valeur de votre portefeuille. Je rappelle que Capsellar, c'est une stratégie d'investissement sur le long terme, puisque en fait, on veut suivre la performance du marché des cryptos sur le long terme, parce qu'on sait que sur le long terme, il y a une très belle performance, et on sait en revanche que comme c'est un marché à forte fluctuation, il peut se passer dans une période court terme, effectivement, une baisse passagère. Et pour combattre justement ces baisses passagères, ou justement au contraire, comment en profiter, c'est en mettant en place un ajout de capital récurrent. Parce que justement, c'est dans les périodes où le marché est au plus bas, comme en ce moment, qu'il faut renforcer les positions. Et c'est pour ça que de mettre en place un ajout de capital récurrent, par exemple, si vous avez démarré avec 5 000 euros, vous pourriez mettre 100 euros par mois. Sur du long terme, ça vous garantirait d'avoir encore une meilleure performance et de sortir plus rapidement de cette phase baissière pour votre portefeuille. Pas de réponse sur Ledger. Il me semble qu'il a répondu sur Ledger, mais je pense que la question datait d'avant. Les impôts sont dus uniquement si on passe en fiat. Oui. Je fais un ajout de capital de 50 euros par mois, d'où mon inquiétude, car je verse plus de l'argent tous les mois, d'où mon inquiétude concernant la baisse. Oui, mais une fois de plus, c'est long terme. Long terme. Combien de temps dure la synchronisation? Je suis sur Waltio depuis 4 ans et aujourd'hui la synchronisation prend des heures et n'aboutit pas. Du coup, ça, on enverra la question. Pour la Suisse, du coup, Annie, Pierre a répondu. En gros, ça dépend
du niveau de patrimoine et il a dit que ça dépend du coup du patrimoine, voilà, comme je viens de le dire, et que s'il n'est pas significatif, bah, du coup, il n'y a pas d'imposition sur la crypto. Donc, Annie, je pense que vous êtes tranquille de ce côté-là. Est-ce que Watio prend en compte le earn? Oui, c'était mentionné dans les revenus passifs, c'était également effectivement pris en compte. Voilà, Ludovic, donc apparemment, correspond. Alors, effectivement, il y a bien le bandeau sur le site frais sur garde décaissé en 2025 qui apparaît, donc ça c'est sur votre zone membre. Ce montant correspond-il à ce qu'il faut déclarer? Alors non, c'est pour savoir ce qu'il faut déclarer, il faut connecter votre compte à Watio. C'est juste que nous, on vous l'a indiqué parce que pour les personnes, déjà si ce montant-là est inférieur à 305 euros, c'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, nous, en fait, on n'a pas la main sur l'intégralité des transactions que vous faites. Mais si vous faites uniquement du 100% Capsellar et que vous faites rien d'autre à côté, et que le bandeau, il y a écrit un montant qui est inférieur à 305 euros, ça veut dire que vous êtes tranquille, vous n'avez pas de déclaration fiscale à faire. Et c'était ça l'idée. L'idée, c'était de vous simplifier la vie de vous dire est-ce que je dois en faire une ou pas. Et d'ailleurs, si vous faites 100% du Capsellar et que vous avez moins de 305 euros sur ce bandeau-là, vous n'avez même pas techniquement besoin de prendre Waltio. Moi, je vous invite quand même à le prendre parce que du coup, si vous avez un contrôle fiscal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, bah, au moins vous aurez le rapport qui permettra de justifier que vous n'aviez rien à déclarer. Mais voilà. Joe, si les mouvements en crypto ne sont pas reportables comme pour les actions, on se fait arnaquer. Non, pas du tout. Puisque en fait, les mouvements sont reportables, puisque tant que vous ne faites pas de la sortie en euros ou du paiement en prestation, en fait, ça n'est pas déclarable. Donc, du coup, vous êtes tranquille. Et le capital peut continuer à travailler d'année en année. Et le jour où vous sortez de la plus-value, eh bien, en fait, c'est là qu'il va falloir reprendre tout l'historique de l'évolution de votre portefeuille pour savoir quel est le niveau de capital que vous avez mis au départ et le niveau de plus-value que vous avez. Mais non, vous ne faites pas arnaquer. Moi, je trouve au contraire que la fiscalité sur les cryptos est plutôt très avantageuse, puisque justement, vous pouvez démultiplier le nombre d'années à faire travailler votre capital, et tant que ça reste en stablecoin sur votre portefeuille, vous n'êtes pas imposé dessus. Donc, c'est plutôt une très bonne fiscalité, je trouve. Alors, Karine, Flow Corporation, alors, je ne sais pas si quelqu'un pose la question, mais oui, Flow Corporation est l'entreprise qui est la société du coup éditrice du logiciel Capsellar. Donc, le logiciel s'appelle Capsellar, mais l'entreprise juridique s'appelle Flow Corporation. Donc, si on est chez Capsellar et seulement chez eux, quel tarif? Donc, du coup, le tarif, effectivement, voilà, c'est 99 euros, moins les 10% auxquels vous avez accès la première année. Si on n'a jamais revendu de crypto, il faut quand même déclarer. Bah, si vous n'avez jamais revendu de crypto, bah déjà, Capsellar, nous, on revend des cryptos, hein, puisque quand on fait un équilibrage, on en revend. Donc voilà. Après, nous, on les revend contre des stablecoins. Donc techniquement, ça reste en crypto. Donc non, effectivement, Sylvain, si vous n'avez jamais rien touché, si vous n'avez jamais récupéré de capital en euros, revendu des cryptos pour les récupérer en euros sur Binance ou même faire après un virement chez vous, ou payer un service supérieur à 305 euros, non, techniquement, vous n'avez pas à déclarer. En tant que, si je suis chez Capsellar, est-ce que j'ai besoin d'une clé Ledger? Non, Gaël, surtout pas. Au contraire, nous, on ne fonctionne pas avec clé Ledger parce que ça alourdit grandement, en fait, ça empêche l'automatisation et ça alourdit les frais et ça alourdit effectivement la logistique pour s'occuper de votre portefeuille. Avec le earn, en pensant à Waltio, les 1000 transactions seront très largement dépassées. A priori, il faut y voir 30 mouvements de earn par jour. Non, il n'y a pas 30 mouvements de earn par jour. Non, 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 non. Le earn, non, non. Il y a au grand maximum 30 transactions sur une année par mois. Enfin, par mois sur une année. Donc, au grand maximum, 360. Mais en fait, régulièrement, on passe du top 30 au top 5. Donc, quand on est sur le top 5, on n'en a plus que 5 au lieu de 30. Et il y a aussi des phases de marché où on est en dehors du marché. Et le earn, c'est pas un mouvement par jour. C'est un mouvement quand on passe du l'USDC au USDC en earn, mais c'est un mouvement. Voilà.
Les transactions de earn, ce ne sont pas quotidiennes. Après, je pense qu'on confond là. En fait, il ne faut pas confondre les transactions d'achat et de revente de crypto avec des intérêts que vous percevez. C'est deux choses qui sont différentes. Tac, tac, tac. Normalement, je suis passé à peu près sur tout. Lionel, en 3 ans, il faudrait regarder spécifiquement ce qui s'est passé sur le compte. Mais une fois de plus, mettez en place un ajout de capital récurrent. Mais en 3 ans, je ne connais aucun client qui soit en baisse. Donc là, franchement, ça m'étonne beaucoup. Donc il faut regarder ce qui s'est passé, Lionel, sur ton compte. Mais il n'y a aucune raison que tu sois en négatif si tu es rentré il y a 3 ans. Et une fois de plus, comme je le répète tous les mois, mettez en place un ajout de capital récurrent pour profiter justement de la variabilité du marché. Là, le marché est bas, donc c'est à ce moment-là qu'il faut racheter de la crypto. Et c'est surtout pas à ce moment-là qu'il faut se poser des questions pour sortir, parce que si vous sortez, bah, du coup, c'est là que vous entérinez la perte de manière définitive. Christine, en cas de difficulté pour les déclarations, les agents du centre d'impôt peuvent-ils nous aider dans les décomptes de Castellar? Sincèrement, non. Je pense qu'il vaut mieux pas compter sur eux. Voilà. Alors, Joé, je comprends pas la question. Toujours pas mis en place la ponction selon un montant défini sur le sous-compte pour le capital incurrent. Non, non, non. Ça, on l'a pas encore mis en place. Ça fait pas partie vraiment des développements prioritaires. Mais je suis en phase de réflexion pour trouver mieux que ça, Joé, pour trouver une solution bien meilleure que ça. Alors, Fabien, si la Clarity Act est validée, as-tu une alternative à la fonction earn venait à disparaître? Non. Sincèrement, nous, on n'établit rien en fonction des news. Nous, on établit les choses en fonction des faits. Donc, si la fonction earn est disponible sur Binance, on la met en place. Si elle n'est pas disponible sur Kraken, on ne la met pas en place, ce qui est le cas. Mais il y a trop de nouvelles qui partent dans tous les sens, des effets d'annonce qui n'ont derrière jamais lieu. Donc, si on devait commencer à appliquer ou à se poser des questions sur ce qui est annoncé, on ne s'en sortirait pas. Tac, tac. Florent Wattiot serait ravi d'avoir Capstellar comme client VIP avec un abonnement Elite. Cela permettra à Capstellar d'intégrer ce service parmi les options payantes pour le rééquilibrage. Alors, sincèrement, Gaetano, dans les tout premiers mois du développement de Capstellar, rapidement la question de l'imposition, de la fiscalité, elle est apparue. Et j'avais même demandé à l'époque de lancer le développement et on avait commencé par une étude de faisabilité. C'est-à-dire qu'on avait commencé à regarder ce dont on avait besoin. Et sincèrement, c'est un plat de spaghettis. Et je comprends que Pierre se soit lancé là-dedans parce que je pense qu'il a un business. En fait, c'est un métier à part entière. Donc nous, c'est pas notre vocation. Notre vocation, en fait, c'est de faire en sorte que votre capital soit sécurisé, d'améliorer la stratégie sur le long terme et de faire mieux, un peu mieux que le marché avec une stratégie qui est robuste et sécurisée. Et c'est ça qu'on vous propose. Mais sincèrement, c'est vraiment un métier à part entière et Waltio le fait très bien. Et on ne pourrait pas en fait utiliser, nous, Waltio, parce que derrière, il y a plein de sous-comptes et tous vos comptes à vous sont des comptes différents. Donc, sincèrement, ça serait une usine à gaz. En tout cas, ça serait impossible à gérer. Pour l'ajout de capital récurrent, il y a des tutos dans la zone membre. Sinon, Aimé, tu peux contacter le support qui sera réservé un rendez-vous en visio avec le support qui sera très heureux de t'accompagner dans cette démarche. Alors, non, Florent, le earn résulte en des mouvements d'intérêt journaliers. Oui, mais en fait, c'est pas la même chose. Alors après, je sais pas comment c'est calculé dans les mouvements chez Waltio, mais c'est pas la même chose de dire j'achète et je revends des cryptos et du coup je suis imposé sur de la plus-value, et d'un autre côté de dire j'ai des mouvements parce que je mets mon capital en earn et je suis imposé sur du revenu passif. Alors après, s'il y a une spécificité
liées au mouvement des revenus passifs sur LTO, bah, on y jettera un coup d'œil. Mais pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Et nous, sincèrement, et du coup, si vous avez peur de payer de manière, enfin, un surcoût trop important dans le service de Waltio, bah, vous pourrez décocher le earn du logiciel Capcellar. Et du coup, quand on sortira du marché, on ne mettra pas votre capital en earn. Eh bien, pareil, Jean, je t'invite à nous envoyer un mail au support pour qu'on regarde la situation de près. Mais je le répète, il n'y a aucune raison que d'être chez Capcellar depuis 3 ans et d'être en négatif. Sauf peut-être à avoir rajouté du capital dans les mauvaises périodes, c'est-à-dire quand le marché est monté. Mais avec un capital de départ il y a 3 ans sans rien toucher, voilà. Après, pour ceux qui ont mis en place un autre capital récurrent, sur du long terme, il y a franchement peu de chances que vous soyez en déficit. Et je le dis de manière d'autant plus zen qu'en fait, les meilleures performances qu'on a, ce sont chez les clients qui sont là depuis 3 ans avec un ajout de capital récurrent mensuel. Alors, Raymond, le traitement par le support des mails par mail est de plus en plus long. Le premier envoi le 24 mars, deuxième le 29 mars et dernier aujourd'hui, car toujours pas de réponse pour un problème de rééquilibrage erroné. Est-ce pas la première fois Et ce n'est pas la première fois. Du coup, Raymond, quel email vous utilisez? Parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'on mette autant de temps à vous répondre. Donc, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat le mail que vous utilisez? Parce que peut-être vous utilisez un mauvais mail ou un ancien mail qu'on n'utilise pas. Mais normalement, si vous allez sur support@capcellar.com, il n'y a aucune raison qu'on ne vous réponde pas. Surtout que maintenant, avec Hector, on devrait répondre beaucoup plus vite. D'habitude, le rééquilibrage se faisait vers le 8 à chaque mois et j'ai mis en place un DCA, le 4 de chaque mois. Et le dernier rééquilibrage s'est fait le 1er avril, donc mon ajout de capital récurrent n'a pas été pris en compte ce mois-ci. Alors, pour ces éléments-là, Alain, il faut envoyer un mail au support pour qu'on puisse faire le réajustement si nécessaire. Mais normalement, votre date de rééquilibrage reste toujours la même, quoi qu'il arrive. Après, bien sûr, il peut y avoir des rééquilibrages supplémentaires si on sort du marché ou si on re-rentre dans le marché. Mais ça, ce sont des rééquilibrages, on va dire, exceptionnels. Cet ajout de capital récurrent est une vraie galère. Voilà, malheureusement, si vous mettez en place un virement automatique sur votre compte en banque, normalement, vous pouvez le faire. Et normalement, il n'y a pas de raison que ça soit une galère. Ce qui a été stoppé, il me semble, c'est la possibilité de le faire par carte bancaire. Voilà les amis, alors du coup on va continuer à avancer. De toute façon, moi j'ai traité tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, je reviens sur la sensibilisation au piratage. Donc voilà, j'en ai profité pour le redire pendant l'intervention de Pierre. Mais faites attention, les scénarios, ils sont toujours les mêmes, que ce soit par SMS, que ce soit par email, que ce soit par des messages vocaux que vous recevez. Donc attention à des messages qui pourraient vous laisser penser que quelqu'un s'est connecté à votre compte. La probabilité est extrêmement faible et souvent quand ça arrive, c'est pour vous piéger derrière. Alors Raymond, c'est le bon email, donc je comprends pas, mais je sais que j'ai un trou de mémoire. Bon, que Estelle, pardon. Oh, putain. Que Estelle suit le live et donc on va t'aurais contacté Raymond pour traiter ton sujet, mais effectivement il n'y a aucune raison pour qu'on ne traite pas tes questions. Est-ce qu'il faut faire un deuil des virements lorsque le retour est immédiatement renvoyé par Binance? Alors pareil, voir ça avec le support, moi personnellement, je ne peux pas traiter au cas par cas les sujets et le support est bien meilleur que moi là-dessus. Laurence qui dit j'ai envoyé un mail ce matin, j'ai déjà eu une réponse. Voilà. Donc je pense Raymond qu'il y a un sujet autour des emails que tu envoies, peut-être qu'on ne les reçoit pas, et donc du coup on va essayer de te contacter soit par téléphone ou autrement pour au moins comprendre la situation et essayer de voir d'où vient le problème. Voilà.
abonné Capsulaire depuis juin 2023, donc 3 ans. Et aujourd'hui, mon compte est en plus-value de 48%, après être passé en fin d'année dernière à plus 80%. Voilà. Donc, on est vraiment sur une plus-value qui est importante. Alors, par rapport à ça, donc on était à plus 80%. Voilà. Vous vous rappelez la dernière fois, enfin, c'est pas la dernière fois, c'est l'avant-dernière fois où je vous avais dit, il y a des périodes où on est en excès de gains, et il y a des périodes où on est en retard de gains. Là, on est clairement en retard de gains puisque le marché est plutôt bas. Mais ce qu'il faut regarder, c'est vraiment la tendance long terme. Le support me dit qu'il ne peut rien y faire. Alors, si le support dit qu'on ne peut rien y faire, il faudrait que je comprenne mieux d'où ça vient. Mais on a des réunions régulières justement sur ces sujets-là. Voilà. En tout cas, sachez que nous, on a vraiment tout intérêt à ce que vous fassiez un ajout de capital récurrent parce qu'on sait que ça va vous apporter une meilleure performance sur le long terme et du coup, on sait que ça va renforcer votre fidélité au service. Et donc, vraiment, c'est tout le monde serait gagnant à ça. Mais on réfléchit, on doit aussi nous faire en fait avec les contraintes de Binance et de Kraken. C'est pas toujours évident, donc on fait au mieux avec ces contraintes-là. Et si on a des améliorations à vous apporter par rapport à ça, croyez-moi, on le fera. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, je disais que je réfléchissais à une façon de faire de l'ajout de capital récurrent, mais de manière beaucoup plus intelligente, avec potentiellement plus de performance encore à la clé. Donc, vous voyez que je suis toujours en phase de réflexion. Mais après, il faut voir, on a certaines barrières qui peuvent être juridiques, qui peuvent être comptables sur le sujet. Donc, on fait aussi avec les contraintes qui peuvent être celles-ci. Comment voit-on la performance de son portefeuille sur Capsulaire? Eh bien, en fait, c'est quand on arrive sur la zone membre, il y a le portefeuille, la liste de vos portefeuilles qui sont connectés. Donc, normalement, vous en avez un. Si vous avez des enfants, des offres juniors, vous pourrez en avoir plusieurs. Ou si vous avez un compte sur Binance, un compte sur Kraken, vous pourrez en avoir plusieurs. Et vous cliquez dessus et ensuite, vous avez un graphique qui apparaît avec le capital globalement investi et du coup, la plus-value qui a été réalisée avec également une courbe. Watio prend-il en compte Capsulaire depuis le début? Alors, c'est pas Watio qui prend en compte Capsulaire, en fait. C'est que Watio va se connecter à votre compte Binance via une API ou via l'export de fichiers de Binance. Et derrière, lui, il va constater effectivement qu'il y a des transactions qui ont été faites par Capsulaire. En revanche, effectivement, la question qui est posée peut-être, c'est la question des frais sur gain. Quand on avait fait le live l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus exactement, je sais qu'on avait identifié que les transactions de frais sur gain n'étaient pas identifiées comme des paiements et donc il fallait faire cette modification à la main. Donc je pense que c'est toujours le cas. Ok, les amis, il est déjà 14h bientôt. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai un taxi qui va m'attendre d'ici quelques minutes pour prendre un avion parce que je vais voir ma fille au Québec. Et donc, je vais devoir vous laisser, mais ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. Je pense qu'on a balayé vraiment toutes les questions. Voilà, une fois de plus, on fait du mieux qu'on peut de l'autre côté pour continuer à améliorer la performance, pour continuer à apporter des nouvelles fonctionnalités dans le logiciel qui vous apportent toujours plus de services. Là, aujourd'hui, c'était pour moi essentiel de traiter le sujet de la fiscalité puisqu'on rentre dans une période où vous allez rentrer dans la déclaration fiscale. Je pense que pour la très grande majorité d'entre vous, vous n'aurez pas besoin de faire cette déclaration. Pensez aussi, dans prévision des mois à venir, de faire des achats de crédits de frais sur gain pour justement ne pas être déduit sur votre compte crypto, mais que ça soit prélevé sur vos crédits de frais sur gain que vous aurez acheté par carte bancaire et qui de fait vont vous permettre en fait d'avoir une couverture fiscale moins importante puisque de fait vous aurez il n'y aura pas de transaction de paiement et du coup ça sera du 100% crypto et du coup vous serez moins exposé fiscalement. Donc voilà, donc sachez que ça reste à votre disposition. Vous avez également accès à ça dans la zone membre. Donc voilà, sentez-vous libre d'y accéder et d'utiliser cette fonctionnalité pour justement une fois de plus réduire votre fiscalité et améliorer la performance au global. Merci encore à tous pour votre dynamique et puis votre dynamisme. Et puis, je vous dis, les achats se font sur Capsulaire pour les frais sur gain. Oui, dans la zone membre. Tiens, je vais terminer là-dessus. Mais je ne sais pas si j'ai accès moi, à la zone membre. Je vais essayer de vous partager l'écran pour vous montrer ça. C'est très cohérent avec
ce dont on est en train de parler. Donc, je vais stopper le partage là et ce sera vraiment la toute dernière chose que je vais vous montrer. Donc, vous voyez, quand je me connecte ici, j'ai accès aux différents comptes et je vois ici, je vois crédit de frais sur gain, donc juste en dessous de la liste de mes comptes. Et si je clique ici sur recharger, eh bien, j'arrive directement sur le formulaire de crédit de frais sur gain. Ici, donc c'est par recharge de 50 €. Et je peux ici en ajouter plusieurs. Par exemple, je vais en mettre 10. Et vous voyez qu'ici, il y a 500 € que je peux payer soit par PayPal, soit par carte bancaire. Et quand je paye, eh bien, automatiquement, derrière, ça vient alimenter ici mon crédit de frais sur gain. Voilà comment ça fonctionne dans la zone membre. Voilà les amis, bon cette fois-ci je suis vraiment obligé de vous laisser. Merci encore d'avoir été là et je vous dis au mois prochain pour de nouvelles news sur Capcellar. À très bientôt, ciao ciao.